Parfois, j'ai l'impression que tout le monde a zappé les émissions Disney, parce que pendant que Dorothée régnait sur TF1 avec son club, et que les Minicums lançaient leur parodie délirante sur France 3, une troisième voix, aujourd'hui un peu oubliée mais tout aussi influente, a doucement installé son empire dans nos foyers. Un monument de l'enfance venu d'Amérique, avec des souris qui parlent, des canards milliardaires, et des princesses qui chantaient en stéréo le dimanche après-midi. Pendant des décennies, Disney a colonisé les écrans français, parfois par petites touches, au détour d'un générique, d'un interlude, ou d'un programme qu'on regardait sans même savoir qu'il venait du royaume de Mickey. Oui, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis en train de réaménager un peu certaines choses. Et parfois, c'était clairement le feu d'artifice. Et puis un jour, tout ou presque a disparu. Alors, aujourd'hui dans Archeo Toys, on remonte le temps pour explorer les émissions Disney qui ont marqué la télé française. Des années Pierre Tchernia à Jean-Pierre Foucault, en passant par Jean Rochefort évidemment, des chansons de variété aux séries animées, sans oublier les programmes sur le câble et le satellite. Bienvenue dans les coulisses de l'Empire Invisible. Bienvenue dans l'histoire secrète des émissions Disney. Eh bien, regardons tout de suite cet épisode et nous nous retrouvons tout de suite après. Et le plus surprenant, c'est que pendant très longtemps, le studio aux grandes oreilles a tenu ses films loin du petit écran. Les rediffusions au cinéma lui offrant une solide rente financière, il va limiter au maximum les passages gratuits à la télévision. Mais lorsque Walt lance son grand projet de parc d'attractions au début des années 50, il est contraint de s'acoquiner avec la chaîne ABC, qui en échange de financement va diffuser deux émissions qui feront date à la télé américaine. La première, c'est Le Monde Merveilleux de Disney, en 54, présenté par le grand maître lui-même. Le public va pouvoir profiter d'extraits de films, de séries comme Zorro ou Davy Crockett, mais surtout d'une présentation par le menu du futur parc d'attractions. Walt s'infiltre dans les foyers et joue au bon père de famille avec un ton très éducatif. Tout le contraire de la deuxième émission, le Mickey Mouse Club, débuté en 1955, une émission de variété présentée par une équipe de jeunes gens appelée les Musketeers. Le titre est évidemment un clin d'œil au Club Mickey des années 30. Et pour produire tout ça, Disney va signer un juteux contrat publicitaire avec Mattel. Mais en France, on est encore très loin d'avoir accès à cet univers de carton-pâte. Il faut attendre 1961. L'ORTF règne sur l'écran noir de nos souvenirs, et un homme à l'air débonnaire devient le passeur du rêve américain, Pierre Tchernia, alias Monsieur Cinéma. Fasciné par les studios de Burbank, il obtient le droit de diffuser des extraits de films Disney. Et l'actualité de Walt Disney ce mois-ci, c'est les Aristochats. C'est une grande première à la télé française. Les enfants découvrent alors des passages de Bambi, de Pinocchio, de Cendrillon, mais aussi des documentaires animaliers, des courts-métrages oubliés. Le tout dans un format unique qui prend le titre d'Ami public numéro 1. Une référence à nul autre que Walt Disney. D'ailleurs, nous aurons le droit à une belle interview du maître, qui ira jusqu'à présenter une séquence inédite de Blanche-Neige et les 7 nains. Et Pierre Tchernia ne se contente pas d'introduire des extraits. Il raconte, il explique, il éduque, il devient le visage de Disney en France, au point que le vieux Walt le remerciera en personne. Le ton est bienveillant, et c'est cette voix calme et curieuse qui installera pour la première fois Mickey comme une institution culturelle. Mais Disney, en France, c'est aussi une erreur de copyright devenue un coup de génie. En 64, Henri Salvador sort un single intitulé « Zorro est arrivé ». Inspiré d'un morceau américain sans rapport avec le renard mexicain, Salvador s'amuse avec le mythe de Zorro. Il n'a pas demandé l'autorisation à Disney, et pour cause, personne ne s'imagine alors que cette chanson humoristique va devenir un tube absolu. Mais quelques mois plus tard, la série Zorro arrive enfin sur les écrans français, produite par Disney, avec Guy Williams dans le rôle titre. La jeunesse de France tombe immédiatement sous le charme de Don Diego de la Vega. Les enfants jouent au justicier masqué dans les cours d'école, et la chanson de Salvador devient l'hymne officieux de cette génération. Disney aurait pu attaquer Salvador en justice. Ils vont choisir de faire l'inverse. Ils le contactent et lui proposent une collaboration. Henri Salvador va alors devenir l'un des tout premiers artistes français à enregistrer pour Disney. Une collaboration d'un genre inédit, née d'une chanson pirate devenue culte. Et pendant que Zorro découpe les audiences à l'épée, Disney continue son infiltration. Dès 64, une autre émission naît dans l'ombre de Pierre Tchernia, SVP Disney. Mais cette fois-ci, pour la deuxième chaîne, le concept est interactif. Une révolution pour l'époque. Les enfants peuvent voter par téléphone pour choisir le programme. L'émission est diffusée de manière exceptionnelle, le plus souvent pour les fêtes.
On y retrouve encore une fois des extraits de films, des dessins animés, des jeux. C'est un véritable événement qui fera exploser le standard de la chaîne à de nombreuses reprises. L'émission va durer 20 ans et changera plusieurs fois de forme, de ton ou de décor. Mais son objectif reste le même. Amener Disney dans les foyers français sans avoir l'air de trop forcer. C'est discret, c'est diffus, mais c'est déjà là. Disney tisse sa toile dans les mémoires d'une génération, avant de frapper beaucoup plus fort dans les décennies à venir. En 77, la chanteuse Chantal Goya enregistre un album à la gloire de Mickey. Mais malgré le succès, elle décide de se libérer de la mainmise américaine pour développer son personnage de Marie-Rose. Et en 79, Tchernia laisse sa place à William Lémergie et Dorothée. Il faut dire que les enfants les connaissent bien, ils animent également Récré à 2. Le concept prend alors le nom de Disney Dimanche. Et en 81, Dorothée devient une véritable ambassadrice du studio, avec la chanson qui accompagne la sortie du film Rox et Rookie. Le succès est considérable, avec près d'1 million de disques vendus. On annonce même que la jeune animatrice prépare un album entièrement consacré à l'univers de Disney. Mais patatras, les relations entre ses producteurs, le duo Azula et Berda et la firme américaine se détériorent. Non, ne vous inquiétez pas pour plus tôt, ça va s'arranger. Et en plus, les dessins animés promus par Dorothée dans Récré à 2, notamment Goldorak, ne plaisent pas du tout à la souris en short. Ce qui enfonce le clou, c'est que Dorothée, en tant que présentatrice phare d'Antenne 2, a bien du mal à être invitée pour promouvoir ses disques sur les autres chaînes. Elle est trop connotée, trop célèbre. Alors, l'album Disney de Dorothée ne verra jamais le jour. Mais il se murmure que le morceau Dors mon petit ange, qui figurait dans l'album Ou la menteuse, aurait été écrit pour évoquer la Belle au bois dormant. Et c'est d'ailleurs sur la première chaîne que démarre la première véritable adaptation française du Mickey Mouse Club. Salut les Mickey! Démarré en 83, ce programme ultra dynamique est produit par Christophe Izard, l'homme qui quelques années plus tôt avait lancé Casimir. Et parmi les jeunes présentateurs survitaminés, il y a le regretté Thierry Redler, qui deviendra célèbre une décennie plus tard pour son rôle dans Les Filles d'à côté. C'est coloré, c'est sautillant, mais malheureusement, la formule a du mal à prendre. Et les Mickey devront faire leur dernier salut moins de 2 ans après leur apparition. C'est qu'ils se préparent quelque chose en coulisses. Disney a besoin d'un nouveau visage, rassurant, et surtout docile. Alors finalement, en 84, une nouvelle ambassadrice musicale fait son apparition. Le producteur Mémé Ibach, ancien assistant de la chanteuse Sheila, propose le poste à son poulain, Karen Cheryl, qui décline la proposition. Il va finalement choisir la fille de sa compagne. Elle s'appelle Douchka, elle est âgée de 20 ans, mais sa biographie officielle lui en donne 17, pour lui garder une image enfantine. Son premier single, Mickey, Donald et moi, se vend à près de 400 000 exemplaires. En 4 ans, elle réussit à placer 7 morceaux au top 50. Et surtout, elle accompagne les sorties de films Disney comme Taram et le chaudron magique. Mais Douchka, c'est aussi une ambivalence, parce qu'elle incarne l'innocence et la douceur dans des clips destinés aux enfants, tout en étant hyper sexualisée par certains médias adultes. Son succès fulgurant reposait sur une ambiguïté permanente. Star dégoûtée d'anniversaire le jour, icône fantasmée le soir. Prisonnière d'un double discours médiatique, Douchka fascinait autant qu'elle dérangeait, coincée entre marketing enfantin et fantasme adulte. Il y a des choses qui sont interdites aux chanteurs Disney. Eh bien écoutez, nos chanteurs doivent être, comme Henri Salvador, gentils, souriants, charmantes comme Chantal Goya, plaire au public comme Dorothée, et être la jeune fille qu'on voudrait avoir si on a une petite fille, ou la fiancée qu'on voudrait avoir si on a un garçon, comme Douchka. Et revenons à la télévision. En 85, France 3 casse sa tirelire pour obtenir les droits sur les programmes Disney nouvellement créés pour sa propre chaîne câblée américaine. Ce sera Disney Channel. L'habillage et la programmation de l'émission sont directement empruntés à la chaîne US. Diffusée le samedi à 20 h, l'émission est présentée à ses débuts par Donald Duck lui-même, interprété par l'humoriste Guy Montagnier, plus habitué au personnage un brin potache. Mais le public a surtout retenu la présence de Jean Rochefort, en narrateur de Winnie l'ourson. On y trouve aussi des grands classiques indémodables, comme Zorro, encore lui, mais surtout des nouveautés, avec la bande à Picsou, le Chevalier Lumière, ou les Goonies, dont le générique est chanté par Douchka. Dorénavant, l'affaire est particulièrement rodée. Disney Channel est un tel succès qu'il se dérive avec les après-midi de Disney Channel et Mickey, Donald et compagnie. Et en 87, Donald Montagnier est remplacé par le tout jeune Vincent Perrault, qui prend également la place de Jean Rochefort pour l'occasion. Malheureusement, la grille des programmes est grignotée par La Classe, une émission dont Guy Montagnier est l'un des piliers.
Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Du côté des maisons de disques, Douchka décide de ne pas renouveler son contrat avec la grande maison. Elle souhaite s'émanciper du costume de l'éternelle adolescente pour entamer une carrière plus mature. Mais malheureusement pour elle, ses nouveaux singles en solo sont étouffés par la sortie de plusieurs best-of de ses chansons Disney. C'est le début d'une nouvelle époque. En 89, Disney France cède aux sirènes du gros chèque proposé par TF1, tout juste passé sous le contrôle du groupe Bouygues. Est-ce un hasard si le groupe a justement obtenu le contrat pour la construction d'une partie du parc Euro Disney? On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le catalogue Disney est un trésor très convoité. La 5 de Berlusconi, qui peine à sortir la tête de l'eau, n'hésite pas à diffuser des grands classiques comme Robin des Bois en prime time, sans l'autorisation du CSA. Ils s'en tireront avec une belle amende, juste avant de sombrer. Et maintenant installé sur la une, Disney se dérive avec 2 émissions au ton très différent. À commencer par Spécial Disney, un segment intégré au Club Dorothée. Oui, encore elle. L'impératrice des enfants est incontournable. Bon, on va d'abord aller à Canardville. Oh, Rejoindre la bonne à Picsou. Fifi, Loulou, tout le monde. Mais ce concept ne plaît pas beaucoup aux dirigeants de Disney France. Ce n'est qu'un robinet à dessin animé. Pas assez familial et surtout pas assez porteur pour le parc qui doit ouvrir en 92. Tout le contraire de Disney Parade, avec l'inénarrable Jean-Pierre Foucault. En réalité, Monsieur qui veut gagner des millions avait déjà testé le concept lors des vacances de Noël précédentes avec Voyage magique à Disney World. Donald n'est pas tout seul, il est avec Mickey, Pluto, Riri, Fifi, Loulou, enfin toute la famille. Et pour ce rendez-vous du dimanche en fin de journée, il est d'abord accompagné de 2 enfants, Julie et Pilou. Mais au même moment, une nouvelle égérie fait ses débuts en lieu et place de Douchka. Elle s'appelle Anne, elle a accompagné Johnny Hallyday sur scène à Bercy, et elle a joué sur la tournée de la comédie musicale Émilie Jolie. Et surtout, elle a 12 ans de moins que Douchka, et elle ressemble plus à la bonne copine qu'à la babysitter fantasmée. Après un premier succès remarqué avec son single Oliver, qui accompagne la sortie d'Oliver et compagnie, c'est tout naturellement qu'elle rejoint Jean-Pierre Foucault à l'écran. Et le succès est total. Le courrier des lecteurs reçoit plus de 3000 lettres par semaine. L'émission reprend pourtant une vieille formule, avec de vieilles séries et des extraits de dessins animés historiques. Mais ce ne sont pas les seuls à profiter de l'aura de Disney, car pour pallier à la fin de Spécial Disney avec Dorothée, TF1 tente d'adapter à nouveau le Mickey Mouse Club, une formule très allégée en comparaison de Salut les Mickey. Cette fois-ci, ils ne seront que 3 animateurs, Julie, Nicolas et Philippe, mon préféré. Disney Club propose tout un tas de rubriques avec un public d'enfants en plateau, et surtout, ils offrent une vitrine aux nouveautés et aux chansons. Annie promeut ses albums, mais c'est aussi le cas de Yannick Noah et de bien d'autres célébrités de l'époque. Tout ça ressemble beaucoup au Club Dorothée, pourtant diffusé sur la même chaîne. Un bon moyen pour TF1 de prévenir les critiques d'omnipotence des mangas. Parce que la vraie star, ce sont les dessins animés Disney. Il est bien loin le temps où la souris avait peur de la télé. Le plus grand succès restera la bande à Picsou, qui aura été diffusée sur France 3, puis dans Spécial Disney de Dorothée, et enfin dans le Disney Club. Le plus riche de tous les canards aura dépensé sans compter. Chaque épisode a coûté la bagatelle d'1 million de dollars. Et c'est surtout l'occasion de recycler les personnages et les histoires développées par Karl Barks. Alors face à ce succès, le studio va piocher dans son catalogue de personnages classiques pour les remettre au goût du jour. On peut citer Tic et Tac les Rangers du Risque, dont le générique est d'ailleurs chanté par Anne, puis ce sera au tour de Super Baloo, où le plantigrade du livre de la jungle prend les commandes d'un avion, mais j'ai toujours eu une petite préférence pour Mr Mask, le super-héros de Bourg-les-Canards, interprété en français par Gérard Hernandez, le célèbre Raymond de Scène de ménage. On lui fait poète poète, on se fait poète poète et puis... Et le 11 avril 1992, c'est enfin le jour tant attendu. TF1 diffuse en prime time l'inauguration d'Euro Disney, un show en Mondovision diffusé en 6 langues. Et pour la version française, on fait évidemment appel à Jean-Pierre Foucault et David Hallyday. Anne, quant à elle, est sur scène pour interpréter son dernier morceau. Dorénavant, Disney Parade sera diffusé directement depuis le château de la Belle au Bois dormant. En fait, le studio est redécoré pour simuler une pièce de l'emblème du parc. Et le Disney Club ne sera pas en reste, avec de nombreux reportages tournés directement à Marne-la-Vallée. Mais avant d'aller plus loin, impossible de ne pas parler de l'importance de la presse. Le journal de Mickey propose chaque semaine un programme détaillé des différentes émissions Disney. On aura même droit à un magazine Disney Club spécial vacances. Là encore, on y retrouvera des interviews des artistes Disney, à commencer par Anne. Mais tout comme Douchka avant elle, la jeune fille commence à trouver le costume d'ambassadrice Disney un peu trop collant. Son personnage est structuré par une armée de spécialistes, que ce soit sa garde-robe ou sa coiffure. On apprendra plus tard que son célèbre carré lui était imposé par Disney. Elle ne pourra pas changer de coupe pendant 5 ans. Alors en 94, elle abandonne sa couronne et tente une carrière solo.
Problème, du côté de chez Disney France, c'est une claque. Anne est aimée par le public et aucun plan B n'est prévu. Alors après de longues négociations qui n'aboutiront pas, on lui trouve finalement une remplaçante. Séverine. Malheureusement, celle-ci a bien du mal à exister face à Jean-Pierre Foucault qui prend toute la lumière. On a quand même 2 mots à se dire tous les deux. Hein. Alors, Séverine, c'est le prénom, ça j'en suis sûr. J'aimerais que tu te présentes davantage, c'est possible? Bien sûr. Alors, J'ai 19 ans. on a 2 ans d'écart, donc c'est bien. Pourtant, l'entreprise persévère malgré tout. La pauvre doit subir les critiques du public et la comparaison est difficile. De toute façon, encore une fois, les choses sont en train de changer. Côté dessin animé, le studio Disney change son fusil d'épaule. Le succès du Retour de Jafar, la suite vidéo d'Aladin va les convaincre de se lancer dans des séries directement liées à leur dernier succès cinéma. On aura le droit à La Petite Sirène, à Aladin, mais aussi à Timon et Pumba. Mais n'oublions pas les créations originales, comme Gargoyles, qui sera d'ailleurs diffusé dans un premier temps sur Canal+, ou encore Pepper Ann, et surtout La Cour de récré. Parce que l'entreprise bûche sur un très gros projet. Le 22 mars 97, Disney France lance sa propre chaîne de télé. Pour 35 francs par mois, les enfants pourront profiter des nombreuses séries animées du catalogue, mais aussi de grands films, diffusés très tôt pour leur permettre de ne pas se coucher trop tard. On y trouve aussi quelques émissions, comme Art Attack, qui formera toute une génération d'artistes d'avant-garde. Les cadeaux de fête des mères n'auront qu'à bien se tenir. Et voici votre frappe à porte terminée. Il est vraiment horrible. Mais ce qui va marquer particulièrement cette époque, ce sont les séries live. Chérie, j'ai rétréci les gosses, La guerre des Steven ou Lizzie McGuire vont séduire le public du début des années 2000. Et puis après l'arrêt du Disney Club en décembre 98, TF1 lance Disney avec un point d'exclamation. Une émission hebdomadaire diffusée chaque dimanche matin entre 8h et 9h45. Présentée initialement par Billy, puis par Mathieu et Julie, elle reprend le concept du Disney Club avec des animateurs introduisant des séries d'animation et proposant quelques jeux. En 2004, le show est rebaptisé Club Disney et adopte un format simplifié avec une voix off pour introduire les dessins animés. Cette formule perdurera jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle l'émission est remplacée par T'es-Fou. Cela va marquer la fin d'une ère pour les émissions Disney sur TF1. Parce qu'à partir de 2002, les locaux de la chaîne Disney Channel sont installés directement dans l'auditorium du nouveau parc Disney Studios. Le plateau de Zapping Zone sera même visitable pendant quelques saisons. Et pour beaucoup d'enfants, c'est un rêve éveillé. Parce que Zapping Zone, c'est bien plus qu'une émission. C'est un sas d'entrée vers l'univers Disney. Tourné en conditions du direct, le programme est animé par une équipe de jeunes présentateurs, les zappeurs, qui vont devenir de véritables stars auprès du public adolescent. Comme d'habitude, on y retrouve des jeux, des défis en direct, des interviews, des avant-premières, mais aussi des extraits exclusifs de nouvelles séries. Et justement, c'est à cette époque que débarquent Phénomène Raven, La vie de palace de Zack et Cody, ou encore Kim Possible, des séries modernes, rythmées, aux personnages attachants, qui installent Disney comme un acteur clé de la culture pop du nouveau millénaire. Et derrière le divertissement, la stratégie est claire. Fidéliser les plus jeunes téléspectateurs, parler dans leur langage, leur proposer des héros qui leur ressemblent. On est loin de l'image figée du catalogue classique de dessins animés. Et comment parler de l'âge d'or de Disney Channel sans évoquer Hannah Montana ou High School Musical? À partir de 2006, la série avec Miley Cyrus devient un phénomène mondial. Une double vie d'ado-star, des tubes calibrés pour les charts et une avalanche de produits dérivés. Tout est pensé pour captiver les pré-ados. La série dépasse clairement le cadre de la simple télévision. Elle remplit les stades, inonde les rayons jouets et transforme la jeune fille en icône planétaire. La même année, High School Musical sort directement sur Disney Channel et pulvérise tous les records. Ce téléfilm musical à petit budget devient un carton monumental avec 7,7 millions de téléspectateurs pour sa première diffusion aux États-Unis et un raz-de-marée similaire en France. Il relance la comédie musicale chez les ados et propulse Zac Efron au rang de star mondiale. De suite, une tournée, des CD, des cartables, une série dérivée, c'est l'apogée de la Disney Channel génération. Fini les vieilles gloires, la télévision devient une fabrique à idoles. Mais la souris ne va pas s'arrêter là. Le 2 novembre 2002, 2 nouvelles chaînes sont lancées en France. Toon Disney, la chaîne 100% animation, qui recycle les séries comme la Bande à Picsou, Gargoyles, Super Baloo ou encore Timon et Pumba. Elle fera office de coffre-fort pour les fans de cartoon. Et puis il y a Playhouse Disney, pensé pour les tout petits. Ici tout est doux, tout est rond, éducatif. On retrouve le Petit Einstein ou encore la Maison de Mickey, une garderie télévisuelle made in Disney. Et là encore, les choses évoluent. Et puis, en 2011,
Playhouse Disney devient Disney Junior, avec un habillage plus moderne et des séries inédites comme Jacques et les pirates du pays imaginaire ou encore Docteur la peluche. Et c'est pas fini! Le 1er avril 2009, Jetix, une chaîne orientée action, est remplacée par Disney XD. Elle est clairement pensée pour les garçons de 6 à 14 ans, avec des séries pleines d'humour et de baston, Phineas et Ferb, les Avengers, Ultimate Spider-Man. C'est fun, c'est punchy, c'est Disney version skatepark. À ce moment-là, Disney a 4 chaînes actives en France. C'est totalement fou. Un véritable empire télévisuel qui occupe toutes les tranches d'âge, tous les styles, tous les écrans. Mais derrière les paillettes, une révolution silencieuse est encore une fois en marche. Le public change. Les enfants ne veulent plus attendre une heure précise pour pouvoir regarder leur série. Le replay, le téléchargement, puis le streaming vont transformer les habitudes. Alors en 2020, c'est le basculement. Disney+ débarque en France. Un abonnement, une interface, un accès illimité au catalogue. Le futur, c'est la plateforme. Dès avril 2020, Disney XD ferme définitivement. Puis c'est Disney Cinémagique et Disney Junior qui suivent le même chemin. Seul Disney Channel résistera un peu, mais deviendra progressivement une chaîne exclusive aux abonnés Canal+, puis Free, puis Orange, avant de mourir comme un vestige d'un monde révolu. Parce que la télé linéaire, c'est fini. Disney, autrefois infiltré discrètement par Pierre Tchernia dans des postes en noir et blanc, est désormais installé en plein écran sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos smart télé. Plus besoin d'attendre le dimanche soir, plus besoin d'acheter un magazine pour lire le programme, plus besoin de zapper. Mickey n'a plus besoin de se faufiler, il est déjà partout. Pendant des décennies, il s'est invité dans nos salons sans qu'on s'en rende vraiment compte. Un dimanche soir devant Cendrillon, un goûter devant la bande à Picsou, un interlude animé sur France 3 ou un clip de Douchka entre 2 pubs de Ricoré, peu importe l'époque, Mickey, Donald et les autres ont toujours été là, en fond sonore, en image culte, en Madeleine de Proust. Alors, si tu as grandi avec Zorro, si tu te souviens du générique de Disney Parade, ou si tu as été voir High School Musical, alors tu fais partie de cette génération qui a vu Disney devenir un empire culturel sans jamais se présenter vraiment comme tel. Mais cette histoire, elle mérite d'être racontée, parce qu'aujourd'hui, on ne regarde plus Disney à la télévision. On le consomme à la demande, comme un produit comme les autres. Alors, si cette vidéo t'a replongé dans ton enfance, offre-lui un petit coup de pouce, un like, un commentaire, un partage, et surtout, raconte-moi ta Madeleine Disney dans les commentaires. Parce qu'avant d'être une multinationale, Disney quand j'étais petit, c'était surtout une émotion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.